La phrase que vous venez d'apercevoir m'accompagne depuis longtemps, parce qu'elle dit déjà l'essentiel, que le fait de vivre n'est pas de cocher des cases ni de suivre un plan parfait, qui n'existe pas d'ailleurs, désolé de vous spoiler. Et ça m'a permis de faire un parallèle avec un extrait dans le manga Shingeki no Kyojin, une œuvre magistrale qui devrait être lue ou regardée par tout le monde au passage. C'est marrant, tous les gens que j'ai croisés, ils avaient tous une chose en commun. Que ce soit la boisson, les femmes, la religion, la famille, la couronne, un rêve, des enfants, la puissance. On a tous besoin d'une obsession pour tenir le coup. C'est ce qui nous donne la force de continuer à avancer. Quoi que l'on veuille croire, on est tous l'esclave de quelque chose. Rêver, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas fait pour l'être. Le concept de rêver, c'est justement de voir loin dans l'imaginaire, et donc de ne plus être raisonnable. Comme le dit si bien l'extrait précédent, je pense qu'on est tous ivres de quelque chose. C'est sans doute ça qui nous fait tenir dans la vie. Ça s'apparente à une ivresse, mais aussi à une servitude. Quoi qu'on veuille croire, on est tous esclaves de quelque chose. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ces obsessions, tous ces rêves, pour certains, ne sont pas que de simples envies personnelles, parce qu'ils sont tous très vite traduits dans le langage de la réussite. Si quelqu'un veut fonder une famille, on dit par exemple qu'il a réussi sa vie. Si quelqu'un monte une entreprise ou décroche un poste prestigieux, on dira aussi il a réussi sa vie. Et même moi, dans la case d'artiste qui vit de sa passion, eh bien, on va me coller l'étiquette de il a réussi. Comme si réussir sa vie, c'était accomplir un rêve bien visible, validé par les autres. Et ça m'interpelle. Parce que pourquoi faudrait-il que le rêve ait un sens social pour valider une existence ? Je pense à Rousseau, qui parlait de l'amour-propre, ce désir qui n'est pas le simple fait de vouloir, mais de vouloir par rapport au regard des autres. L'amour-propre, c'est quand ton rêve n'est plus vraiment le tien, mais qu'il devient un trophée, une sorte de preuve de valeur aux yeux du monde. Et c'est là que c'est un peu confus pour moi. Est-ce que je rêve vraiment d'écrire un livre, par exemple, ou est-ce que je rêve d'être reconnu comme un écrivain ? Est-ce que je rêve de voyager, ou est-ce que je rêve de montrer tous mes voyages ? Ça change tout, même la façon de travailler. Le temps consacré n'est plus celui de la curiosité et de la patience, c'est celui de la preuve. Il faut prouver, mais pour qui ? Pour soi ? Pour les autres ? Alors attention, parce que le regard peut aussi être bon quand il est juste. Un ami ou un lecteur peut te renvoyer une résonance. Il te dit ce que ton travail lui a fait, ça nourrit, ça flatte forcément un peu l'ego, c'est humain. Mais ça donne un profond sentiment de satisfaction et de motivation pour continuer à transmettre. Combien de messages de soutien j'ai dû recevoir, des messages qui me remerciaient sincèrement de ce que je pouvais apporter aux gens, d'un problème résolu grâce à une simple parole ou d'un changement de perspective, une vie transformée. Quand je reçois des messages de gens qui me disent que je leur ai sauvé la vie, eh bien ça, c'est un sentiment incroyable à vivre et que je souhaite à tout le monde. C'est ultra galvanisant pour la création. Sartre parle du regard pour dire quelque chose de très concret. Dès que je me sens vu, je me modifie. Je deviens objet pour quelqu'un. La honte et l'orgueil en général naissent de là. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe, parce qu'on pense à la photo avant de vivre le moment. Vous savez, quand vous êtes à un événement et que tout le monde sort son portable pour filmer la scène, les gens vivent le moment à travers leur téléphone. Pour faire quoi ? Pour avoir un souvenir ou pour le montrer plus tard ? En vérité, ce n'est pas mal en soi, mais le problème c'est quand on réécrit notre rêve pour qu'il soit montrable. Et à partir de là, on peut facilement confondre rêve et réussite. Rêver, c'est vital. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et comme on dit souvent, l'espoir fait vivre. Réussir, c'est plutôt le côté social. Si on ne distingue pas les deux, on se retrouve piégé. Rêver, ça nous donne la force d'avancer, c'est certain. Mais croire que réaliser un rêve, c'est réussir sa vie, ça, c'est bien une illusion. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a déjà tous réussi une chose incroyable. Nous sommes tous en vie. Le reste n'est pas une validation, c'est juste une expérience. Si je suis cette logique, alors peut-être que je ne devrais pas me perdre dans la complexité de comprendre des choses qui ne sont peut-être pas à comprendre, mais juste à expérimenter. Je suis en dissonance cognitive permanente. Je veux comprendre toujours plus, apprendre, relier, analyser. Et parfois, je me demande si cette soif de compréhension ne mène pas à une impasse. Parce que plus je comprends, plus je découvre de contradictions. Et à force de tout questionner, je ne fais plus l'expérience brute du monde. Je le dissèque. Dans l'Antiquité, on parlait d'ataraxie. J'en ai déjà parlé. C'est cet idéal de tranquillité ou de paix, l'absence de trouble.
Épicure y voyait une sorte de libération. Si je n'ai plus de désir, je ne cours plus après des chimères, alors je peux goûter la sérénité. Mais cette idée me gêne, parce que si je n'ai plus de désir, qu'est-ce qui me fait encore me lever le matin? On me répondra que tu peux te lever le matin en paix si tu ne désires plus. Vraiment? Connaissez-vous quelqu'un qui est en paix actuellement? Êtes-vous en paix, vous-même? Certains, peut-être, oui, mais je trouve que c'est une perte totale de ce qui fait de nous des êtres humains. Bon, là je vais être obligé de reparler de Spinoza, oui encore, je sais, désolé. Dans ma vidéo sur inventer un système pour survivre au monde, je parlais de lui et du conatus. Le conatus, c'est l'effort pour persévérer dans son être, pour déployer sa puissance de vie. En gros, désirer, ce n'est pas une faiblesse, c'est au contraire le signe de la vitalité. Et c'est là que je me retrouve coincé aussi. D'un côté, le rêve de la paix absolue, de l'ataraxie, et de l'autre, l'appel du feu, du conatus. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on renonce au désir pour être en paix, mais on perd en même temps l'envie qui fait de nous des êtres vivants? Ou bien est-ce qu'on garde nos désirs, avec leur agitation, leur chaos, les douleurs? Au moins, on reste en mouvement, et on est imparfait, on est humain quoi. Je crois que c'est ça le dilemme. Nous sommes faits pour expérimenter, être imparfait. C'est notre vocation. La paix totale, c'est peut-être la mort. La dissonance, la contradiction, c'est la vie qui s'exprime. Rappelez-vous ce que disait Camus, que l'absurde naît de cette confrontation entre notre soif de clarté et le silence du monde. Et il concluait, il ne faut pas chercher à résoudre l'absurde, mais justement à l'habiter. La solution, elle est là, devant nos yeux. Ne pas choisir entre comprendre et expérimenter, mais accepter que comprendre fasse partie de l'expérience. Je n'ai peut-être pas tort de vouloir désirer, pas tort d'être troublé ou de vouloir comprendre même si ça me dépasse. Je crois qu'on appelle ça l'expérience humaine. Avancer avec ce décalage qui ne disparaît jamais. Donc finalement, vous n'avez qu'à exister. Et c'est déjà un but en soi. Tu es né et tu aurais pu ne pas l'être. Rien que ça, respirer et sentir le soleil poser sa chaleur sur ton visage avec la conviction que la journée sera belle, c'est déjà un rêve accompli, vous ne pensez pas? Pourquoi toujours vouloir courir derrière des validations, le regard de l'autre, assouvir la soif d'un ego déjà bien substanté? Et pendant ce temps, la simple réalité d'être là, c'est quelque chose d'incroyable. La réussite n'est pas une loi de la nature, elle existe parce que l'humanité s'est organisée pour conférer des titres et classer des individus. Donner des titres qui nourrissent l'orgueil, et, ironie cruelle, ils abreuvent encore plus notre conatus, qui en voulait juste un peu plus. On croit étancher notre soif en validant des objectifs, et ces mêmes objectifs nous rendent plus assoiffés encore. Regarde d'où viennent nos désirs, ils ne tombent pas du ciel. Ils nous sont donnés par les images des films, de tous ces romans, de la publicité, d'Instagram, des chansons. Les œuvres programment des styles de vie d'inconnus, et sans qu'on le veuille, on se met à désirer la manière dont ces gens-là respirent le monde. Oscar Wilde disait « La vie imite l'art bien plus que l'art n'imite la vie. » Nos fictions miment la manière dont nous voulons être. Des penseurs se divisent par rapport à ce fait, mais tous pointent le même danger. Prenons René Girard. Il explique que le désir est souvent mimétique. On désire parce qu'un autre désire. Le désir se transmet, il se contamine. Et Baudrillard nous met en garde contre les copies qui n'ont plus d'original. Des images qui fabriquent des besoins qui semblent authentiques. Ce qui fait qu'on n'arrive plus à distinguer ce qui nous appartient vraiment. Du coup, est-ce qu'on doit laisser nos désirs être ceux que la culture nous impose? La seule liberté qui nous reste est probablement de reprogrammer la direction de notre conatus. Et quand bien même il serait influencé par la fiction du monde, alors choisissons nos images. Faire une sorte d'ingénierie du désir pour nous réapproprier ces fictions qui nous rendent plus vivants. Tout ça est beaucoup trop absurde. Et c'est pour ça que la philosophie peut rendre fou. Plus on creuse, plus on voit que chaque concept renvoie à un autre et qu'aucun n'est la fin. On entre dans une spirale sans fin. J'en parlais déjà dans ma vidéo sur la lucidité qui devient une brûlure. Nous cherchons du sens et le sens s'élargit, nous dépasse et se multiplie comme des branches qui ne se rejoignent jamais et parfois comme dans un labyrinthe où on se retrouve à passer par des chemins qu'on avait déjà empruntés. Ça engendre la souffrance d'une lucidité exacerbée, comprendre les ficelles et parfois perdre l'appétit pour le jeu de la conscience. Pourtant, je partage quand même mes pensées, c'est mon désir, c'est mon activité la plus honnête. Je sais que tout ça deviendra poussière, mes paroles, l'univers, tes rêves aussi. Quelle mascarade. Mais si tout doit disparaître, je préfère disparaître en ayant essayé. C'est pour ça que je dis, si l'éternel retour existe, alors que mes gestes se répètent 1000 fois, j'aurais au moins choisi ce qu'on me demande de répéter. Et là,
je suis en train de me rendre compte que je ne sais plus si j'ai déjà parlé de cette notion dans une vidéo en format long. Mais dans le doute, je vais quand même le faire. L'éternel retour, c'est une idée philosophique assez dingue. Celle qui dit que l'univers, et notre existence avec lui, se répètent éternellement à l'identique dans un cycle sans fin. Et, pour Nietzsche, c'est une pensée libératrice, parce que si tout se répète, alors chaque instant prend une valeur infinie, tout devient éternel. C'est comme si on vivait chaque seconde avec la passion et l'intensité de quelqu'un qui sait que c'est à la fois la première et la dernière fois. Ça nous pousse à embrasser notre destin, à dire oui à la vie dans toute sa beauté et sa cruauté. Plus de place pour les regrets ou les j'aurais dû. On est vivant et c'est ça qui compte. Et si on doit revivre notre vie éternellement, autant en faire une sacrée aventure. Bien sûr, on ne peut pas tout contrôler. Il y aura toujours des moments difficiles, des épreuves. Mais c'est la façon dont on les affronte qui compte. C'est la résilience, le courage dont on fait preuve qui donne leur valeur à ces instants. À nous de les chérir et d'en faire quelque chose de beau et de significatif. Bon, après, ce n'est qu'une théorie philosophique. Peut-être que Nietzsche avait tout faux et qu'on ne vit qu'une seule fois, point final. Mais même dans ce cas, l'éternel retour reste une magnifique source d'inspiration, une ode à la vie dans toute sa splendeur et sa tragédie. Faire de notre existence un chef-d'œuvre digne d'être revécu pour toujours. Parce que, comme dirait ce bon vieux Nietzsche, deviens ce que tu es. Alors, soyons éternellement vivants. Et si, au final, Nietzsche avait tort et que tout ça n'était qu'une vaste blague, eh bien tant pis. Si cet éternel retour est remplacé par le néant, alors au moins j'aurais vécu la vie qu'on m'a donnée. En revanche, dans les deux cas, il reste quand même à choisir ce qui mérite nos chaînes. Il vaudrait donc mieux avoir des chaînes en or plutôt que des vieilles chaînes rouillées. Et pour ça, il faut encore et toujours expérimenter pour pouvoir trouver les bons matériaux, afin de pouvoir les fabriquer. On apprend parfois à vouloir ce qu'on ne sait pas encore vouloir. C'est la pratique qui fabrique un désir à notre mesure. Au début, je dirais que ça n'a pas vraiment d'intérêt. On avance à l'aveugle, on imite ou bien on s'ennuie. Et puis un jour, quelque chose devient désirable, parce qu'on y a passé un peu de temps. Le désir devient la conséquence, et ça change tout par rapport au trophée que j'ai évoqué avant. Le trophée suppose un vouloir clair dès le départ, alors qu'en fait, l'aspiration accepte un vouloir qui se forme en chemin. Il y a alors une part qui ne rentre pas dans l'équation, ce que tu fais pour rien. Quand je dis pour rien, c'est dans le sens futile, une sorte de dépense gratuite qui ne prouve rien et qui ne capitalise rien, te rend plus humain finalement. N'oublions pas aussi que c'est la résistance qui vérifie le désir. Quand ça accroche un petit peu, on sait pourquoi on est là. La matière, les limites, les contraintes, les délais, les refus, c'est le monde qui nous répond. D'un côté, il y a donc le rêve préfabriqué qui veut des preuves concrètes et rapides, et de l'autre, un vouloir qui se fabrique au contact des choses, avec une dose de résistance. Dans le premier cas, la réussite met fin assez rapidement à l'histoire, qu'on avait toujours envisagée. Dans le second, le récit ouvre le désir et le rend habitable. On ne gagne rien à l'afficher parce qu'on laisse la chose gagner en densité. On la laisse s'implanter et être solide. La paix, ce n'est pas arrêter de vouloir. C'est le moment où le vouloir ne demande plus une légitimité. Il s'est assez formé pour continuer sans se regarder faire. Je pense qu'une partie du vivant se compose en marchant, pas avant d'avoir effectué le premier pas. On n'accumule pas des preuves, on laisse advenir un désir qui peut se transformer. En fait, je veux simplement raisonner la vie, la comprendre. Et pourtant, plus j'avance, plus je me rends compte que vivre n'a jamais été une affaire de raison. On cherche à donner un sens à tout, mais le sens ne se trouve pas dans la logique, il se trouve dans l'expérience. Je pense qu'il ne faut plus être esclave de son rêve, mais l'aimer assez pour le servir librement, sans vouloir le posséder. Et pour ça, il faut toujours expérimenter, toujours. Alors, fais ce que tu veux, mais fais-le avec une conscience. Pense un peu moins au trophée et n'arrête jamais d'expérimenter. Expérimente dans la douleur, expérimente dans la joie, expérimente dans l'ennui, expérimente en silence ou dans le vacarme. Donne une maison à ton désir, mais fais en sorte que celui-ci ne la dévore pas. N'oublie pas aussi qu'exister est déjà un rêve accompli. Le reste, toutes nos chimères, eh bien, elles valent la peine si elles nous rendent plus vivants. Et si elles ne le font pas, non, elles le feront. J'en suis sûr. Je suis là. Je suis libre. Je peux tout m'imaginer. Tout est possible. Je n'ai qu'à lever les yeux et je redeviens le monde. Maintenant, sur cette place, un sentiment de bonheur que je pourrais avoir toujours.